Sissi était une enseignante dévouée et aimée de tous ses élèves, mais qui, en juillet 2012, à l'âge de 29 ans, a été brutalement assassinée dans sa propre maison et retrouvée des heures plus tard par son mari, Jonathan. Ce qui semblait être une scène d'invasion de domicile, avec vol, qui s'est terminée par un meurtre, s'est peu à peu révélé être une mise en scène d'un crime planifié par quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle défendait et dont elle n'aurait jamais pu imaginer que, en plus de mener une double vie, cette personne serait capable de lui ôter la vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Simeonette Mapes. Simeonette Mapes, plus connue sous le nom de Sissi, est née à Albuquerque, Nouveau-Mexique, aux États-Unis, le 25 septembre 1982. Elle avait un frère aîné appelé John Mapes. Troisième, sa mère, Teresa, était femme au foyer, et son père, John Mapes. Deuxième était militaire dans l'armée de l'air américaine. À cause de cela, la famille déménageait tous les 2 ou 3 ans, à peu près. Mais à un certain moment, ils ont déménagé à Staten Island, un quartier de New York, où ils n'imaginèrent pas qu'ils allaient en rester longtemps. En raison de tant de déménagements, Sissi est devenue une adolescente un peu réservée. Elle n'était pas introvertie, communiquait bien, était studieuse mais peu enthousiaste à l'idée de nouer des amitiés profondes, parce qu'elle savait qu'à un moment donné, tout ce cycle de changement recommencerait. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention et à 18 ans, elle a décidé qu'elle voulait devenir enseignante. C'est pendant la période universitaire, à partir de 2001, qu'elle a cherché son indépendance. Elle s'est installée dans un endroit à New York et s'est fait de nouveaux amis, cette fois-ci des amitiés plus durables. Par l'intermédiaire d'une amie, elle a rencontré un jeune homme nommé Jonathan Krupp. Ils se sont rapidement connectés et sont tombés amoureux. Les deux avaient beaucoup de choses en commun. Le même âge, tous deux étudiaient sur la pédagogie et avaient des rêves d'avenir très similaires. Ils semblaient très bien s'entendre, faisaient pratiquement tout ensemble, et personne ne pouvait dire le contraire. Il lui écrivait constamment des lettres d'amour, montrant toujours beaucoup d'affection. Après 4 ans de relation, ils ont emménagé ensemble dans un complexe d'appartements et, en juillet 2007, ils se sont mariés. Maintenant, mariée et diplômée, Sissi a trouvé un emploi comme professeur d'études sociales dans une école de la communauté de Brooklyn. Tout le monde l'aimait, elle se distinguait même dans sa fonction. C'est là qu'elle a fondé le projet Fée Marraine, le Fundy Godmother Project, qui fournissait des robes de bal de fin d'année aux élèves qui ne pouvaient pas se les offrir. Pendant ce temps, Jonathan avait du mal à trouver un emploi pour lui. Tout simplement parce qu'il n'avait pas encore obtenu son diplôme. Il a échoué à l'examen final de sa licence et il a caché cela à tout le monde, y compris à sa femme, car, selon lui, il en avait honte. Sissi a été déçue lorsqu'elle a appris la vérité, mais elle a décidé de lui pardonner, car il a dit qu'il n'avait pas abandonné l'idée de terminer sa licence. Le problème, c'est que cela coûterait plus d'argent pour refaire la fin du cursus et repasser l'examen final. Elle a donc contracté un prêt pour pouvoir l'aider à payer l'université. Cette fois, il a effectivement terminé et a réussi l'examen final. Après cela, le directeur de l'école où Sissi travaillait l'a embauché comme professeur d'anglais. Bien sûr, cela a été entièrement influencé par elle, qui a demandé au directeur de lui donner une chance. Les élèves adorèrent tous les deux, il semblait être un bon professeur et faisait son travail correctement. Tous deux aimèrent leur métier et ont commencé un master ensemble, mais dans des institutions différentes, afin de progresser professionnellement et de poursuivre leur vie académique. Cependant, avant que cela ne soit possible, quelque chose de tragique est arrivé le 5 juillet 2012 vers 2 heures de l'après-midi. Après 5 ans de mariage, Jonathan a passé un appel au service d'urgence 911. Quelle est votre urgence ? Je viens de rentrer à la maison et ma femme est morte. Mon Dieu, je crois que ma maison a été cambriolée. Mon Dieu, ma femme... Depuis quand pensez-vous que c'est arrivé ? Je ne sais pas. Je pense que c'est arrivé ce matin. Il y a du sang partout. Elle est dans une énorme mare de sang. Cova est son nom.
Je m'appelle Jonathan Krupp et ma femme devait... Il a aussi appelé Teresa, la mère de Sissi, qui n'a pas répondu au téléphone. Mais il a fini par laisser un message sur la boîte vocale. Oh mon Dieu. Teresa, atende o telefone. É sobre a Sissi. É uma emergência. La maison a été cambriolée. Mon Dieu, appelle-moi s'il te plaît. La police est rapidement intervenue et confirme la mort de Sissi sur place. Elle avait 29 ans. Sissi était au pied de l'escalier, allongée face contre terre dans une mare de sang, avec des coups de couteau visibles sur tout le corps, mais qui étaient principalement concentrés dans le dos et le cou. Au commissariat, Jonathan a raconté ce qu'il avait fait le jour de l'incident. Il a dit s'être réveillé et parti plus tôt que d'habitude. À 9h, il est passé à l'école récupérer des livres nécessaires à Sissi pour les cours d'été. Vers 10h du matin, il est allé chez le mécanicien pour faire réparer la voiture, où il a attendu la réparation, puis à 11h, il est allé dans un magasin d'outils appelé Home Depot. Il a dit que pendant tout ce temps, il envoyait des messages à sa femme, mais qu'elle ne répondait pas et il a pensé qu'elle était simplement en train de dormir. Un fait curieux est qu'il a ajouté qu'il pensait qu'un gang de criminels aurait pu s'introduire dans la maison et faire cela à sa femme. Sachant qu'une semaine auparavant, le 28 juin, ils avaient survécu à une fusillade impliquant des gangs locaux. Et Sissi elle-même avait publié sur son réseau social à propos de l'incident, juste après que cela se soit produit, le message sur Facebook disait « Jonathan et moi avons survécu à une fusillade. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons bien. Je suis sûre que pendant les cours d'été, nous découvrirons ce qui s'est passé. Les projets Cypress Hill ne sont pas une blague pour tous les apprentis gangsters de la ville qui prétendent venir de Brooklyn, mais qui, en réalité, n'en sont pas. Soyez reconnaissants d'avoir ce que vous avez et arrêtez d'essayer de vivre un style de vie que vous ne comprendrez jamais. » Selon Jonathan, ce gang aurait pu faire cela comme une forme de représailles. Comme il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le maintenir en détention provisoire, il a été libéré. Le rapport du médecin légiste a révélé que le corps de Sissi, en plus de présenter 15 blessures causées par des coups de couteau, portait de nombreux hématomes graves, aux pieds, aux bras et aux tibias. Suggérant qu'elle était tombée ou avait été poussée dans les escaliers, elle avait aussi une blessure à l'annulaire, ce qui correspondait à une tentative de défense. Certaines blessures causées par le couteau étaient si profondes que le manche a laissé des marques sur son corps. La personne qui a fait cela semblait être en colère, et normalement, les crimes d'effraction à domicile ne sont pas aussi violents. Bien qu'elle ait eu plusieurs organes perforés, la cause du décès a été attribuée à une perte de sang excessive. Autrement dit, Sissi est restée en vie pendant un certain temps. Cependant, le corps semblait être sans vie depuis bien plus longtemps que ce que Jonathan a affirmé. Il l'a trouvée à 2h de l'après-midi, mais le corps était déjà dans un état qui indiquait qu'elle était morte depuis un certain temps. Aux alentours de 7h du matin, bien avant l'heure à laquelle il a lui-même déclaré être parti de la maison. Lors de l'expertise réalisée sur les lieux du crime, les preuves indiquant que ce qui était arrivé à Sissi semblait être un cambriolage qui avait mal tourné. Les portes et les fenêtres étaient ouvertes, la maison avait été complètement saccagée, tout était en désordre et éparpillé. Cependant, il n'y avait aucun signe d'effraction et, malgré le désordre, rien de valeur n'avait été emporté. De plus, les voisins n'ont rien vu ni entendu du tout. Une autre chose intrigante était que, dans une armoire de la maison, il y avait un sac de sport contenant un téléphone portable. Sur celui-ci, il y avait quelques numéros inconnus et un appel passé le jour du crime. En appelant ce numéro, ils ont eu une surprise. Celle qui a répondu était Mademoiselle Pumpkin, une escorte locale. Selon Jonathan, cet appareil était un ancien téléphone qu'il utilisait uniquement pour contacter des travailleuses du sexe. Convoquée pour un interrogatoire, elle a confirmé que Jonathan, qu'elle connaissait sous le nom de Mike, était avec elle le jour du crime. Peu avant midi, moment où il a dit se trouver dans le magasin d'outils et avoir payé $300 pour le service. Jonathan et Mademoiselle Pumpkin se connaissaient déjà depuis un certain temps, environ 3 ans. Et elle a dit que, ce jour-là en particulier, le fait qu'il l'ait appelé et fixé un rendez-vous à la dernière minute était très inhabituel, car il prenait toujours rendez-vous à l'avance.
Un fait intéressant est que cet interrogatoire a eu lieu plusieurs semaines après le crime, et Mademoiselle Pumpkin a même précisé qu'ils se sont encore vus 2 fois après la mort de Sissi. Il lui a même demandé si elle avait vu les informations concernant le meurtre d'une enseignante dans la ville. Et quand elle a répondu que oui, il a tout de suite ajouté « C'était ma femme ». Lors de l'expertise effectuée sur le téléphone portable de Sissi, il a également été possible de voir qu'elle avait enregistré dans son répertoire le numéro de Mademoiselle Pumin. Bien qu'elle ait affirmé n'avoir jamais reçu d'appel ni de message de la part de Sissi, il a ainsi été possible de confirmer que l'épouse savait d'une manière ou d'une autre la trahison de son mari. Une autre chose que la police a découverte grâce aux interrogatoires avec les membres de la famille, c'est un autre mensonge, celui de Jonathan. Sissi avait terminé son master et avait reçu la lettre de fin de cursus par la poste, cependant la lettre de Jonathan n'est jamais arrivée. Elle a contacté l'établissement qu'il fréquentait et a découvert qu'il ne s'était jamais inscrit. Elle croyait qu'il dépensait l'argent du cours en boissons, dans des clubs de striptease et avec des femmes. Avec de forts soupçons contre Jonathan, la police a obtenu un mandat de perquisition et de saisie pour les biens du couple. Les recherches sur l'ordinateur de Sissi portaient sur des conseillers matrimoniaux et la fécondation in vitro, tandis que les recherches sur l'ordinateur de Jonathan étaient par exemple, comment nettoyer une scène de crime, les meilleures façons de tuer quelqu'un, l'eau de Javel nettoie-t-elle, l'ADN, ce qui détruit l'ADN, comment trancher une gorge, etc. Autrement dit, alors qu'elle planifiait un avenir pour eux deux, lui semblait planifier la fin du sien. Le 13 novembre 2012, 4 mois après le crime, Jonathan a été officiellement arrêté. Lors de l'audience préliminaire, il a plaidé non coupable et a payé la caution fixée par le juge afin de pouvoir attendre le procès en liberté. Les funérailles de Sissi ont eu lieu le 10 juillet 2012, 5 jours après son assassinat. À l'époque, Jonathan a beaucoup pleuré et a déposé 2 roses sur son cercueil. Mais ses parents affirment que les émotions qu'il a montrées n'étaient présentes qu'à ce moment-là. Car pendant l'enquête à la maison et lors des démarches avec le corps de son épouse, il ne montrait que de l'agacement et de l'inconfort, allant même jusqu'à dire froidement à ses parents qu'il devait en tourner la page et aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. Il semblait très bien comprendre cela, car peu de temps après l'enterrement, il a commencé à sortir avec une autre femme. Mais lorsqu'il a fini par être arrêté, cette relation n'a pas duré. Des années plus tard, en 2016, il s'est inscrit sur une sorte de site de rencontre autorisé pour les détenus. Dans son texte de présentation, il s'est décrit comme un nerd aimant les bons livres, les films et adorant rire. Il dit qu'il ne fait pas de discrimination physique, car il aime tous les types de femmes, mais il en veut une qui sache au moins le stimuler. Et il réaffirme qu'il est innocent du crime pour lequel il purge sa peine. Alors, les filles, vous êtes incroyables comme moi. Je cherche une fille drôle et intelligente pour stimuler mon cerveau et peut-être mon cœur. J'ai 34 ans, je suis portoricain et italien, je suis né et j'ai grandi à Brooklyn, New York. Je suis un peu geek, mais de nos jours c'est cool, non ? On m'a déjà dit que je suis très drôle, aventureux et les pieds sur terre. Ah, et aussi que je suis très beau. Ha ha ha. J'adore les livres et les films. J'adore rire et j'écoute tous les styles de musique. J'aime aussi danser et cuisiner, mais pas en même temps. Ce serait le bazar. J'adore aussi les chiens. Il n'y a rien de mieux qu'un ami à 4 pattes à vos côtés, n'est-ce pas ? Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant, donc pas de drame entre mère et bébé ici. Être en prison, c'est une peine, mais je suis un homme innocent et je travaille sur mon recours. La patience est une vertu, j'ai beaucoup appris à ce sujet ici. Pour l'instant, je veux juste rencontrer une fille intéressante pour partager des expériences. L'idéal serait que je cherche quelqu'un qui soit heureuse, célibataire, mais ouverte à la possibilité d'une relation avec la bonne personne. Donc, n'importe quelle race, croyance ou couleur me convient. Sérieusement, que tu sois grande, petite, blonde, brune, tatouée ou un peu rude, timide, puritaine, ça n'a pas d'importance. Pour moi, je suis ouvert d'esprit et j'espère que tu l'es aussi. Prends le risque et écris-moi bientôt. Tu ne le regretteras pas.
Le procès de Jonathan avait commencé 1 an avant ce profil de rencontre, en juillet 2015, 3 ans après le crime. Et à cette occasion, il a évidemment plaidé non coupable. La thèse utilisée par le procureur était que Sissi l'avait confronté le matin du jour du crime, à propos de tous les mensonges, des tromperies, des rencontres avec les prostituées. Et que, lors d'une dispute, il l'a poussée dans l'escalier et, pris de colère, l'a attaquée. Ensuite, il est sorti de la maison pour se créer un alibi. Et, en revenant, il a feint le désespoir devant la police et la famille en découvrant sa femme morte. Jonathan n'a pas témoigné au tribunal et la défense n'a présenté aucun témoin en sa faveur. L'avocat de la défense a tenté d'affirmer que son client n'était qu'un mauvais mari, qui trompait sa femme, mais pas un meurtrier. Et il a insisté sur le fait que, comme l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, il ne pouvait non pas affirmer que l'accusé était réellement le responsable. Après 5 semaines de procès et seulement 2 heures de délibération, Jonathan, âgé de 33 ans, a été reconnu coupable d'homicide volontaire et a été condamné à 25 ans de prison. Comme il avait déjà purgé presque 3 ans, sa libération était prévue pour 2037, lorsqu'il aura 55 ans. Après sa condamnation, il a parlé à la famille de Sissi. Ce n'était pas la police. Mes mensonges et mon infidélité n'auraient jamais dû être exposés dans un tribunal aussi public. Je voudrais présenter mes excuses à la famille de ma femme, mais il y a une chose pour laquelle je ne peux pas m'excuser. Je ne l'ai pas tué, je suis innocent. En 2019, Jonathan a fait appel de sa condamnation, qui avait déjà été rejetée en 2012. L'année du décès de Sissi, Teresa a fondé une organisation à but non lucratif appelée Sissi Angels, qui défend les victimes de violences domestiques, quel que soit leur âge ou leur genre. Aujourd'hui, l'organisation offre un abri, de la nourriture, des vêtements, un soutien financier, des conseils policiers et une assistance aux victimes qui souhaitent se rendre à l'unité. Elle offre également des bourses d'études aux élèves du lycée et distribue des paniers alimentaires pendant les vacances. Et elle poursuit le projet Marraine la Bonne Fée, qui fournit des robes de bal de fin d'année aux personnes dans le besoin. Sissi a soutenu son mari dans toutes les difficultés, allant même jusqu'à passer outre ses erreurs, ses mensonges concernant les études, et cherchant des améliorations pour un avenir ensemble, y compris des projets d'avoir des enfants. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une chose pareille pourrait lui arriver. Tous deux étaient sur le point de célébrer leur 5e anniversaire de mariage, le samedi suivant la date du crime. Mais selon la justice, Jonathan a choisi de tuer sa femme de manière cruelle et violente au lieu d'assumer la vérité et de faire face à toutes ses conséquences.